Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais déposer un projet de loi qui propose de compenser les municipalités, en fait, lorsqu'elles cèdent un terrain pour une école. On voit que depuis que cette obligation-là a été imposée aux municipalités, il y a quelques années, ça pèse très lourd sur leurs finances. Dans certains cas, ça vient même les plomber complètement. Je pense à l'histoire de Val-David en particulier. Donc, le projet de loi que je dépose aujourd'hui, c'est vraiment pour venir soulager les villes de ce fardeau-là. Vous savez, quand on construit un hôpital au Québec, on ne demande jamais à la municipalité de fournir le terrain parce que c'est une infrastructure qui relève du gouvernement du Québec. Même pour les écoles, ça devrait être la même chose. Cette facture-là, c'est le gouvernement du Québec qui devrait la payer. Donc, on se propose de régler ça pour soutenir les municipalités qui ont tellement d'autres dossiers sur la table, qui ont besoin de leurs ressources financières pour accomplir leurs autres mandats. Donc, c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Merci. Merci, Christine. Alors, bonjour tout le monde. Vous avez probablement vu le débat qui a été initié par Québec solidaire, par mon collègue Alexandre Leduc c'est une motion. On a eu un débat de 2 heures pour interdire tout projet et de refuser tout projet de pipeline de gaz à de pétrole sur le territoire du Québec. C'est vraiment extrêmement mauvais. C'était mauvais dans le passé, c'est toujours mauvais. Cette bataille-là, à Québec solidaire, au Québec, on l'avait gagnée. Et là, tout d'un coup, on voit un buzz politique autour des projets de pipeline. Ce qui est intéressant, là, la CAQ, malheureusement, on dit qu'ils allaient voter contre, mais ils ont encore la chance de changer d'idée et de voter pour notre motion. C'est aujourd'hui, après la période de questions, qu'on va le savoir. Mais dans ce genre de débat-là puis de motion, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir les partis d'opposition se prononcer sur cet enjeu-là. Et c'était très intriguant hier d'entendre le Parti libéral du Québec où est-ce que un des députés était en train de se demander quelle est la définition philosophique d'un pipeline. Moi, ce que je sens puis ce que j'entends de la part du Parti libéral du Québec, c'est qu'ils sont en train de préparer le terrain, de préparer leur terrain à leur prochain chef, peut-être Pablo Rodriguez, qui vient du Parti libéral du Canada, qui, on sait, sont l'amour du Parti libéral du Canada pour les projets de pipeline tellement qu'ils ont déjà nationalisé un. Donc, c'est peut-être ça qu'est-ce que le Parti libéral est en train de préparer. Vous savez, permettre le passage des oléoducs, c'est remettre en question les objectifs de carboneutralité. Ça serait un changement de position immense si c'est ça l'objectif. Et ça va être très indicatif, le vote qui va être fait par tous les partis politiques sur qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces projets-là. On a fermé la porte. Il faut continuer à fermer la porte. C'est pas le temps là, de faire ça alors qu'on est en pleine crise climatique encore. Ils ont dit qu'ils allaient voter contre. Marc Tanguay vient de dire ça. Oui, bien, ils l'ont dit. Bien, ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Je suis pas... Moi, je suis surprise de leur justification. M. Tanguay était flou tantôt. Hier, on disait, c'est quoi un pipeline? Un pipeline, ça peut être d'autres choses que du gaz puis du pétrole. Je les sens mal à l'aise et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils sont en train de préparer le terrain pour leur prochain chef qui vient du Parti libéral du Canada. Là, on voit ce matin qu'il semble y avoir de l'acceptabilité sociale à hauteur de 60 pour des projets comme Énergie Est ou GNL Québec. Est-ce que vous croyez que, justement, ça ouvre la porte au retour de ce genre de projet-là? GNL Québec, Énergie Est et tout projet de pipeline qui vient saccager notre environnement et remettre en question nos objectifs de carboneutralité, c'est des mauvais projets, point à la ligne. Dans le passé, il y a eu une campagne là, des citoyens, ça fait 10 ans qu'on en parle, où on a mené cette bataille-là à Québec solidaire. On a toujours été extrêmement clair. Il n'y avait même pas une once d'ambiguïté ni de flou. Et on a gagné cette bataille-là au Québec. Moi, je suis certaine que si cette bataille-là revient d'interdire et de refuser tout projet de pipeline puis de fermer la porte une fois pour toutes alors qu'on est en pleine crise climatique, on gagnerait dans l'espace public cette bataille-là. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale. C'est des mauvais projets. Vous savez, la crise avec des tarifs avec Trump, là, bien, elle n'a pas fait disparaître la crise climatique. Elle existe encore. Les feux de forêt, les inondations, on a les 2 pieds dedans. Ça vient remettre en question l'objectif de carboneutralité là, de 2050. C'est un objectif du gouvernement de la CAQ. C'est ça que ça va faire. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'avec autant de certitude qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale quand on voit ce matin dans un sondage que 61 des Québécois voudraient ramener... Parce que c'est des mauvais projets. Moi, j'invite toute la classe politique à ne pas exploiter les inquiétudes que la population a en lien avec les tarifs.
de ne pas l'exploiter. C'est ça qu'on fait en sortant ces projets-là qui étaient enterrés dans le cercueil depuis des années au Québec. Il faut qu'on soit ferme, il faut qu'on soit clair. La lutte au changement climatique fait partie aussi de qui nous sommes, protéger notre environnement, notre fjord. C'est... Madame Gazal. Bien, les gens qui ont, que ce soit ici au Québec ou les ministres de la CAQ, par exemple, qui disent « Ah oui, on va regarder, peut-être M. Legault a ouvert la porte et tout ça ». En ce moment, c'est un coup de son qui a été fait. C'est des mauvais projets et moi, je suis certaine qu'avec les arguments... C'est des mauvais projets économiques aussi. Hein? Ça amène pas tant d'emplois que ça à moyen et long terme. Et si ça amène des emplois ou si ça amène quelque chose pour l'économie, c'est dans 30 ans, dans 40 ans. Je veux dire, en ce moment, on vit dans une crise qui a besoin de solutions aujourd'hui. Oh, hier, à l'intérieur de la maison. Là, je ne sais plus qui parle en premier. Juste là-dessus, pour finir, est-ce que ça ouvre la porte à ce que le Québec recule sur... bon, parce que là, il y a une loi qui a été adoptée sortant définitivement le Québec des hydrocarbures, là, de l'exploitation, de l'exploration. Est-ce que, selon vous, ça ouvre la porte à ce que des politiciens ramènent cette possibilité-là sur la table? Bien, on a... là, hier, j'ai entendu le ministre Benoît Charest dire « Ah, nous, on ne remet pas en question d'interdire l'exploitation-exploration. Mais pour ce qui est du transport, ça, ils sont ouverts, ça dépend du projet. » Il y a Éric Duhem, hein, qui... c'est un des politiciens qui veulent avoir ce genre de projet-là. Il y a Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, là... si la tendance se maintient, ça se pourrait. C'est lui le meilleur ambassadeur, si on veut, pour des projets de pipeline et pour sortir de terre le gaz sale, le pétrole sale de l'Alberta pour les acheminer pour l'exportation. C'est lui le meilleur ambassadeur et il pourrait devenir le premier ministre du Canada. Donc, il faut se tenir prêt. Il faut qu'au Québec... et que la classe politique au Québec soit ferme et dise non, non passaran pour les projets de pipeline de Pierre Poilievre et des gens qui veulent remettre en question nos objectifs de carboneutralité. La CAQ, aux dernières nouvelles, elle est pour la carboneutralité. On a un objectif pour 2050. Est-ce qu'elle est en train de remettre en question cet objectif-là? Je pose la question. Monsieur Legault, les autres premiers ministres de province sont allés à la Maison-Blanche hier. Puis à la fin de cette rencontre-là, il y a le conseiller du président qui a tweeté que l'objectif est toujours d'annexer le Canada et que si on se demande qu'est-ce que M. Trump veut, il faut juste le prendre au premier degré. Bon, il y a Justin Trudeau qui a dit à l'abri des caméras, mais avec les caméras, là, qui pensaient que c'était sérieux. Pardon, qui pensaient que c'était sérieux. M. Stephen Harper a dit que s'il était premier ministre, il serait prêt à appauvrir le Canada là, pour maintenir... Il serait prêt à quoi? À appauvrir le Canada pour maintenir l'intégrité du pays. Mais je voulais savoir, vous, est-ce que Québec solidaire, vous le prenez au sérieux, M. Trump, dans son désir d'annexion? Puis si oui, bien, est-ce que ça change la façon dont on se comporte? C'est pas une vraie négociation commerciale, c'est plus que ça. Vous savez, avec Donald Trump, ce qu'on voit, c'est l'impérialisme américain le plus décomplexé qu'on n'a pas vu dans l'histoire des États-Unis. On est en train de vivre en ce moment avec Donald Trump ce que d'autres nations dans le monde ont vécu face à cet impérialisme-là des États-Unis. Et on est en train d'y goûter en ce moment. Là, c'est des paroles. Moi, je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Et on n'a jamais eu autant d'opportunités de défendre les souverainetés des nations. On vit en ce moment la même chose au Québec avec les gens au Canada, où la souveraineté territoriale, la souveraineté des nations est extrêmement importante. Les fédéralistes du Canada, bien, les gens du Canada puis les fédéralistes sont en train de voir à quel point c'est important, la souveraineté. Nous, au Québec, à Québec solidaire, on la défend depuis très, très longtemps. Et face à M. Trump, c'est d'autant plus important et de défendre ça. Puis oui, il faut prendre au sérieux ce qu'il dit. Est-ce que la stratégie de M. Legault hier était adéquate, selon vous? Bien, hier, tout d'un coup, M. Legault a eu un sursaut, puis il a dit, bien, je vais montrer les dents, puis je vais imposer des contre-tarifs sur l'aluminium et l'acier. Vous savez, nous, à Québec solidaire, on n'est pas contre d'avoir des contre-tarifs ou une surtaxe à l'exportation, mais ce qui est important de savoir, c'est quoi l'impact et c'est quoi les arguments de M. Legault. Il l'a sorti comme ça, nulle part de son chapeau. Puis moi, j'invite M. Legault à pas faire comme Donald Trump, qui lance des choses comme ça, des idées à l'emporte-pièce et qui crée une instabilité.
quand il a lancé ça, moi, la première pensée que j'ai eue, c'est pour les familles et les travailleurs, travailleuses au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord qui se sont dit, qu'est-ce qui va se passer avec nos emplois quand M. Legault sort ça comme ça de son chapeau? Fait que je l'invite, oui, à avoir un plan, à avoir une réponse, à avoir des idées sur les contre-tarifs. Nous-mêmes, à Québec solidaire, ça fait longtemps qu'on a proposé l'idée d'augmenter les tarifs de l'hydroélectricité qu'on exporte. Et d'ailleurs, si on le faisait, ça n'aurait aucun impact sur aucune industrie ici au Québec. Au contraire, ça ferait rentrer même de l'argent à Hydro-Québec et dans les coffres de l'État. Donc, à date, j'aimerais ça qu'ils l'étudient puis qu'ils nous disent pas juste que, ah oui, il n'est pas fermé à aucune solution, et qu'il ait un plan sérieux. Parce que quand il sort comme ça des choses de son chapeau, ça crée aussi de l'instabilité au Québec. Puis on n'en a pas besoin avec Donald Trump. Êtes-vous surprise qu'il se soit fait inviter avec les autres premiers ministres dans la Maison-Blanche, qu'il se soit rendu quand même assez loin? Il n'est pas rentré dans le bureau ovale, mais quand même, c'était pas prévu. Est-ce que c'est un tour de force pour vous? Êtes-vous impressionné? Je dirais pas que je suis impressionnée. Pour moi, c'est juste normal que le Québec soit considéré. Moi, évidemment, et à Québec solidaire, on veut que le Québec parle de sa propre voix. Nous sommes les mieux placés pour défendre nos intérêts, au lieu d'être toujours en concurrence avec les intérêts des autres provinces, notamment de l'Alberta, qui voit là une belle opportunité avec la crise des tarifs de faire encore rouler là, son pétrole et son gaz sale. Donc, pour moi, on a besoin d'une voix forte du Québec. Normalement, je m'attends à ce que ce soit la voix du premier ministre, de tous les Québécois, peu importe nos allégeances politiques. Et à date, moi, je trouvais que monsieur, jusqu'à maintenant, je le trouve pas mal mou. Là, il est présent. C'est important qu'il montre qu'il a un plan puis qu'il soit rassurant pour la population qui est inquiète. Je le trouve pas très rassurant jusqu'à date en sortant des choses comme ça, non planifiées et de façon imprévisible. Would Quebec have enough force as an independent country to deal with what's going on right now, and without having the support potentially of other provinces and the federal government? The only people who can protect and defend the interest of Quebec is Quebec itself. So for sure, if we were independent, we will be allied with the other provinces and with the federal, which will be a foreign country, to make face to this crisis of tariff. So I don't buy the argument that we will be, because we are smaller, so we will be less powerful. I don't believe that. Can I ask you, Mrs. Labrie, one question? Mr. Drainville announced the creation of l'Institut of Excellence. And you were a critic of education at the time when there was. I was. You were yeah, okay. At that time, with yes. the reform of like the education reform, the adoption of Bill 23. Yeah. A lot of people are skeptical about this institute. Teachers, unions. Absolutely. Like, so how do you see this? Like, of course, the government is going ahead because it was included in Bill 23. Yes, well, we voted against Bill 23, and we were against this institute. Well, not against this institute. It can exist, but the problem was that the government decided to eliminate le Conseil supérieur de l'éducation. Or to restrict its mandate. And this was a very bad decision because it's a democratic thing, and it was important for people to be able to talk and speak loudly about the interest of the education. But now with this excellence, people who are there, they only encourage one way of thinking, and there's not this multiple way of thinking for education. And this is, it's like a way for the government to make people stop talking and critique what the government is doing. So that was our principal critical of the Institute of Excellence. Of Excellence could exist, but it should not be on its own. You need the Conseil supérieur de l'éducation aussi. Yeah. Well, it should be independent, and it wasn't enough independent. It's like an institute that have only a way of thinking, a way to make research in education, and the people inside it, they are not allowed to speak loudly and to critique also what the government is doing. And I think this was the purpose of the Bill 23 of Monsieur Drainville, and this is why he decided to eliminate the Conseil supérieur de l'éducation, and we were against that, and we're still against that.
Merci. Merci.